On commence, hein. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Association française pour l'étude des sols. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'écouter Dominique Harouet. Alors Dominique Harouet est très connu de notre communauté scientifique. Il est président de l'Association française pour l'étude des sols, ingénieur de recherche à l'INRA Infosol d'Orléans, mais c'est aussi le coordinateur scientifique du programme Global Soil Map. Et c'est à ce titre que nous l'écoutons aujourd'hui. Donc Dominique, je te laisse tout de suite la parole pour environ 45 minutes. Ok, merci Christian. Donc bonsoir à toutes et à tous, et puis merci d'assister à ce webinaire. Donc je vais vous parler d'un programme mondial qui s'appelle Global Soil Map. Je vais vous parler un petit peu du contexte, des enjeux, des propositions que ce programme fait, quelques mots sur les jeux d'acteurs, l'avancement et les perspectives. Alors bien évidemment, ça ne fonctionne pas. C'est John Hempel de l'USDA aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on veut délivrer une base de données numérique des propriétés des sols du monde au pas de 90 x 90 mètres et assortis de leurs incertitudes et qui soient librement téléchargeables. Mais bon, pourquoi veut-on faire ça? On veut faire ça principalement pour répondre à des grands enjeux globaux, des enjeux mondiaux qui sont la sécurité alimentaire, qui sont la sécurité en matière d'approvisionnement en eau, le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, les énergies renouvelables et puis d'autres services écosystémiques délivrés par les sols. Et au centre de tout ça, il y a le concept de soil security, donc sécurité des sols, qui a été récemment développé par Koch et al. Et également par McBratney. Alors, les besoins et les utilisateurs, en fait, ce qu'on veut, c'est des données quantitatives, harmonisées et globales, à haute résolution spatiale, c'est-à-dire avec le même support, le même grain, les mêmes unités, qui soient utilisables à la fois au niveau global et au niveau local, et ce par une très large communauté, donc des pédologues bien sûr en premier lieu, mais aussi des climatologues, des hydrologues, des agronomes, des écologues, des télédétecteurs, des économistes, des politologues, des enseignants, des aménageurs, des urbanistes, des décideurs concernés par la gestion du territoire et les ressources naturelles. Et ça comme un outil qui, à la fois la compréhension de la variabilité des sols et des processus qui la gouvernent, de prise en compte de cette variabilité dans les modélisations et dans les décisions, et puis de données d'entrée dans des modèles prédictifs. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur les sols à l'échelle mondiale? On a bien sûr la carte des sols du monde, qui est au 1,5 millionième, qui a été initiée en 1960, qui a été publiée dans les années 70-80, puis numérisée dans les années 80. Elle a de grosses limitations, je dirais. Elle ne délimite que des types de sols dominants à un très haut niveau taxonomique. Elle est statique, elle n'est pas quantitative. Il y a une énorme perte d'information par rapport à toute l'information qui a servi à la construire. Son échelle est très petite. Et puis elle est difficile à croiser avec les informations numériques qui sont disponibles à haute résolution. Alors il y a quelques produits dérivés, quelques propriétés qui ont été dérivées de cette carte, mais ils sont de très mauvaise qualité. Plus récemment, on a eu un effort qui a été fait principalement par l'ISRIC, par un consortium mené par l'ISRIC, de créer une base de données harmonisée des sols du monde. Donc vous en avez un extrait ici. En fait, c'est une base de données qui réunit à la fois des types de sols, mais également un certain nombre de propriétés qui ont été pour la plupart dérivées par expertise ou par fonction de pédotransfert, et dont le grain est de 1 km. Et puis, beaucoup plus récemment, donc en 2014, l'ISRIC a sorti une grille des sols qu'ils appellent Soil Grid à 1 km et qui décline en fait l'ensemble des propriétés que je vais vous détailler ensuite, qui sont les propriétés réclamées par le programme Global Soil Map, mais ceux à une échelle de 1 km et non de 90 mètres. Alors si on fait là ce que je vous montre, c'est un peu petit, mais c'est la teneur en argile de l'horizon 0, enfin de la couche, plus exactement 0,5 cm à l'échelle mondiale.
Et si on fait un petit zoom sur la France, on voit que c'est pas complètement débile, hein. On reconnaît quand même, on voit quand même qu'il y a peu d'argile dans les Landes et de la Sologne, par exemple. Mais on voit également qu'on est à un grain qui est quand même assez grossier. Et je reviendrai tout à l'heure sur une analyse critique un petit peu de ce produit-là et pourquoi on veut aller vers quelque chose de plus fin. Si on regarde maintenant ce qui existe comme carte des sols dans le monde, on s'aperçoit que si on raisonne en termes de nombre de pays, on a environ les 2/3 des pays du monde qui ont une cartographie des sols à l'échelle du 1 millionième. Et puis si on regarde cette fois en surface, on tombe à seulement 1/3 des sols du monde qui sont couverts par cette échelle-là. Donc on a vraiment quelque chose qui est complètement incomplet et il faut quelque part boucher ces trous. Alors est-ce qu'on peut combler ce retard? On pourrait le faire via de la cartographie traditionnelle, via de la photo-interprétation, via du terrain par exemple. Ça coûterait extrêmement cher. Donc je vous montre une image de ce que c'est que la cartographie traditionnelle des sols aujourd'hui. On va sur le terrain, on creuse des trous, on mesure un certain nombre de propriétés. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à ce qui se faisait au début du siècle dernier. Alors l'idée, c'est de passer, bien entendu, c'est pas d'arrêter de creuser des trous, mais c'est d'essayer de passer à l'ère numérique pour acquérir, pour harmoniser, pour diffuser, échanger, utiliser des données sur les sols. Donc l'objectif c'est de produire une nouvelle base de données des sols du monde en utilisant des technologies actuelles et émergentes capables de prédire des propriétés du sol à haute résolution spatiale. Alors ce produit, c'est quoi? Ce sera un produit qui sera calé sur la grille du SRTM, du Shuttle Radar Topographic Mission, donc 90 mètres sur 90 mètres. Enfin, la taille dépend un peu de l'endroit où on se trouve sur la planète, mais c'est l'ordre de grandeur. On veut couvrir le monde entier. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, ça fait 18 milliards de points et 18 milliards de blocs, finalement, à prédire, puisqu'on veut prédire à la fois de façon ponctuelle une propriété et également prédire une valeur moyenne par cellule SRTM. On veut prédire des propriétés quantifiées qui sont essentielles à la modélisation dans l'espace et dans le temps. On veut que ce produit soit évolutif au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles données qui sont intégrées ou qu'il y a de nouvelles méthodes qui apparaissent. Ce produit devrait être plus facile à harmoniser que les cartes conventionnelles et il devrait être également plus facile à croiser avec d'autres sources d'informations spatiales. Alors les données qui sont obligatoires, mandatory, dans Global Soil Map, elles sont au nombre de 12. Donc il s'agit de la teneur en argile, de la teneur en limon, de la teneur en sable, de la teneur en éléments grossiers, du carbone organique, du pH, la capacité d'échange des cations, de la profondeur totale du sol, de la profondeur effective d'enracinement, et puis d'autres données qu'on va probablement obtenir par des fonctions de pédotransfert qui sont la masse volumique de la terre fine et la masse volumique totale, enfin la densité apparente si vous voulez, et puis le réservoir en eau utilisable. Et ça, c'est une liste qui est, c'est la liste obligatoire, mais elle n'est pas limitative, bien entendu. Tout le monde peut rajouter ce qu'il veut sur la grille. Et les candidats les plus fréquemment cités pour d'autres paramètres sont la conductivité électrique, en particulier pour les pays qui sont touchés par la salinisation, le phosphore, et puis le type d'horizon diagnostique ou type de sol en WRB ou sol taxonomie. Et donc ce qu'on veut, c'est des prédictions moyennes assorties de leur incertitude. Et donc on définit, je dirais, dans les premiers niveaux, l'incertitude comme un intervalle de confiance à 90%. Et puis dans des niveaux plus avancés qui viendront probablement après, qui sont les tiers 3 et 4, on voudrait avoir la fonction de probabilité de distribution des propriétés complètes. Et également dans les versions les plus avancées, on voudrait une validation par un échantillonnage probabiliste externe. Et bien entendu, on veut que les méthodes soient entièrement renseignées et entièrement reproductibles de façon à pouvoir améliorer le produit au fur et à mesure que de nouvelles données ou de nouvelles méthodes apparaissent. Alors, sur quelle profondeur on
on veut prédire ça, on a voulu harmoniser des profondeurs. On n'a pas choisi de travailler par horizon diagnostique, on a choisi de travailler par profondeur standard. C'est beaucoup plus facile à harmoniser que des horizons diagnostiques. Et donc on a discuté assez longtemps pour choisir ces profondeurs standards. Et ces profondeurs, elles sont de 0 à 5 cm, 5, 15, 15, 30, 30, 60, 60, 100 et 100, 200 cm. Et puis donc pour dériver bien entendu ces profondeurs standards, la première chose qu'il faut faire, c'est arriver à recalculer des valeurs de propriété de sol sur ces profondeurs. Et pour ça, la fonction qu'on préconise, c'est la fonction Area Quadratic Spline, donc des splines de surface égale, quadratique de surface égale. Donc je vais me la détailler un petit peu. Donc voilà ce qui se passe. Normalement, quand on a des données initialement, des profils de sol, j'en ai pris un oui, avec 3 horizons. Donc ici, on a en haut à gauche, vous avez des valeurs de carbone pour 0,40, 40, 110 et puis 110, 200. Là-dessus, on va ajuster un spline, un quadratic spline. Le principe, c'est de recalculer les valeurs à la profondeur moyenne de l'horizon et d'ajuster une courbe dessus, et de faire en sorte que les surfaces qui sont assurées ou rayées sur le graphique en haut à gauche soient de surface égale. Ça permet d'avoir quelque chose qui conserve la masse. Donc une fois qu'on a calculé, qu'on a ajusté cette fonction, eh bien on peut recalculer des valeurs sur la profondeur qu'on veut. Et donc c'est l'exemple en bas à gauche où on recalcule des valeurs, on ajuste des valeurs sur 0,5, 5, 15, etc. Et puis, in fine, on peut reconstituer un profil de type Global Sol Map avec les valeurs pour toutes les profondeurs qui nous intéressent. Alors ensuite, comment on va faire une fois qu'on a toutes ces données qui ont été splinées, on va dire, comment on va faire pour les extrapoler. Donc là, on va utiliser la cartographie numérique des sols. Donc ça, c'est je dirais que c'est une science ou une partie de la science du sol qui est en pleine expansion actuellement. Il y a eu déjà, on en est au 5e Global Workshop sur le Digital Soil Mapping dans le monde. Et on va se baser en fait principalement sur cette notion de cartographie numérique qui s'est développée depuis maintenant, je dirais, plus de 30 ans, mais qui a surtout pris un essor énorme au moment où il y a eu ce papier qui est en bas sur le slide d'Alex McBatney on Digital Soil Mapping. Donc c'était en 2003 dans Geoderma. Et donc maintenant c'est un petit peu je dirais la référence. Hein. Il y a 555 citations dans le Web of Science. C'est un des papiers de sciences du sol les plus cités dans le monde. Alors le principe de la cartographie numérique, c'est de se dire que le sol ou une propriété du sol, elle n'est pas là par hasard. Elle est fonction en particulier des facteurs de la pédogénèse, donc du climat, des êtres vivants, du relief, de la roche-mère et puis du temps, enfin de l'âge des sols. Et que on a également un grand nombre de données spatiales sur les sols qui existent. On a des sites qui sont observés, qui sont mesurés, on a des cartes pédologiques. On a également leur localisation en X et Y. Et donc l'idée, c'est de développer des fonctions de prédiction qui prennent en compte à la fois les données spatiales sur les sols, tous les facteurs que l'on peut spatialiser sur les déterminants de la variation du sol, la localisation et également, évidemment, une erreur estimée. Donc l'approche du Digital Soil Mapping, c'est de combiner des observations de sol qui peuvent être des observations ponctuelles le plus souvent, avec des données sur le climat, des données sur la morphologie, hein, des modèles numériques de terrain par exemple, des images de télédétection, des cartes existantes de sol, des cartes géologiques, enfin toute information spatiale exhaustive que l'on arrive à réunir sur le territoire, et avec ça, avec des fonctions de prédiction spatiale, d'arriver à prédire les paramètres qui nous intéressent.
et puis également avec des fonctions de pédotransfert, de prédire d'autres paramètres qui nous intéressent. Alors, donc il a été défini en particulier par McBratney et Mignasny, et c'est également présent dans les spécifications de Global Soul Map, une façon de procéder. Donc on a des méthodes qui sont ouvertes et qui sont adaptables aux données disponibles. Donc si on part du haut, bon, on va commencer par définir une surface d'intérêt. On va assembler toutes les variables environnementales, toutes les covariables environnementales qu'on peut réunir et qui sont spatialement exhaustives. Ensuite, on va également assembler toutes les données sur les sols qui sont déjà disponibles, que ce soit des données ponctuelles ou des cartes existantes. Ensuite, on va regarder la qualité des données et leur couverture dans l'espace des covariables. Et puis, selon le nombre de données qu'on a ou le type de données que l'on a, mais on ne va pas adopter les mêmes stratégies. Alors, schématiquement, je dirais que de la gauche vers la droite, on va vers quelque chose qui est de plus en plus, de moins en moins précis plutôt. Donc si on a beaucoup de sols, beaucoup de cartes de sol détaillées avec des légendes et beaucoup de données ponctuelles, et si on couvre totalement la surface, eh bien on a un certain nombre de techniques qui vont nous permettre de recalculer des valeurs ou de désagréger des valeurs sur des cellules Global Excel Map. Si on ne couvre pas tout, ben, on va essayer d'extrapoler à partir de ce qu'on connaît, à partir d'aires de référence. Ensuite, si on n'a que de la donnée sur les profils et pas de carte de sol, bien la méthode, c'est celle que je vous ai développée tout à l'heure, c'est Scorpion Kriging, c'est-à-dire on fait du crigeage, mais en prenant en compte comme variable également tous les facteurs de formation des sols. Si on a des cartes de sol avec des légendes, on va pouvoir également soit faire des moyennes pondérées par la surface, soit tenter de les désagréger, si on couvre tout. Et puis, si on couvre pas tout, bien, il va falloir également extrapoler. Enfin, si on n'a rien du tout, le concept, c'est le concept qui s'appelle homosol, c'est-à-dire que on va regarder toutes les variables, les covariables externes que l'on a à disposition, et on va regarder dans l'espace de ce qui existe ailleurs, dans le monde ou dans un pays voisin ou dans un département ou une région voisine, des situations absolument similaires en termes de facteurs de pédogénèse, et on va décider que les variables de sol de notre endroit où on n'a rien, ce sont celles qui correspondent aux covariables les plus proches. Alors bien entendu, quand on va de gauche à droite, on a de plus en plus d'incertitudes sur notre prédiction, et c'est essentiel quelque part de pouvoir renseigner cette incertitude. Alors, juste un petit peu d'historique, parce que c'est un projet qui dure quand même depuis assez longtemps et qui risque de durer encore assez longtemps, malheureusement. Donc, quelques dates clés de 2006 à 2014. Donc, la naissance de l'idée, c'était durant le deuxième workshop du groupe de travail sur la cartographie numérique à Rio de Janeiro en 2006, où l'idée, quelque part, est née de fabriquer ce produit. Ça a été immédiatement suivi par un meeting lors du Congrès mondial de sciences du sol à Philadelphie en juillet 2006, où on a commencé à discuter du potentiel d'utiliser des grilles pour prédire des propriétés du sol fonctionnelles, et où on a décidé d'avancer. Ensuite, il y a eu un meeting au Columbia University Earth Institute, où on a décidé du nom déjà, le Global Map. Ensuite, on a décidé qu'on se fonderait essentiellement sur l'utilisation de données anciennes et de techniques de carto numérique, que ce serait sur une grille harmonisée et gratuite, et que l'opération serait coordonnée par ce qu'on appelle des nœuds régionaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Et il y a eu le développement de plusieurs groupes de travail, donc sur les spécifications, sur l'utilisation des données historiques, sur les covariables, sur le développement de nouveaux modèles, sur l'application de modèles existants, sur les modèles de données, donc la cyberinfrastructure, sur les utilisateurs finaux,
transfert de technologie, la production, la stratification globale. Et les petites étoiles que j'ai mis à côté, en fait, c'est la façon dont je juge que ces groupes de travail ont été plus ou moins actifs. En 2007-2008, il y a eu la soumission d'un projet auprès de la fondation Bill et Melinda Gates. Ça a été un gros boulot. Et puis, en novembre 2008, il y a eu 18 millions de dollars qui ont été délivrés par la fondation Bill et Melinda Gates, mais principalement fléchés en fait sur le système d'information des sols d'Afrique, AFSIS, African Soil Information System. Et le Global Soil Map Consortium a reçu quand même 10% de cette bourse pour soutenir en fait l'ensemble du consortium. Ce qui a permis à l'ISRIC de recruter un coordinateur de projet, de recruter un officier scientifique, une personne également pour récupérer les données historiques décidément, et également une personne chargée d'essayer de trouver d'autres fonds. Voilà, ensuite il y a eu un travail sur les spécifications qui a été fait durant le troisième meeting du Working Group for Digital Soil Mapping aux États-Unis. Et en 2008, on a vu arriver la première version donc des spécifications, donc la version 1 de ce qui s'appelait à l'époque globalsoilmap.net, qui s'appelle maintenant Global Soil Map tout court. En 2009, il y a eu le lancement de l'African Soil Information System Service. Et puis en 2009, il y a eu une conférence avec l'inauguration officielle du projet Global Soil Map à New York. Et il y a eu un papier qui a marqué un petit peu, qui a été publié dans Science, qui est plutôt un papier Policy Forum, donc plutôt un papier politique, qui explique en quoi ce projet Global Soil Map est nécessaire pour le monde entier. Et puis donc les nœuds régionaux ont commencé à fonctionner. Donc en octobre 2009, il y a eu le premier meeting du nœud de l'Asie de l'Est. Tout ça a continué au quatrième meeting du Working Group Digital Soil Mapping à Rome. Il y a eu des rapports des progrès réalisés par les différents nœuds, et puis on a réussi à mettre en place de façon formelle un consortium agreement. 2011, il y a eu le lancement du nœud Océanie. 2012, celui officiel cette fois de l'Asie de l'Est. Et puis ensuite en 2012 à Sydney, il y a eu un petit peu de changement dans la gouvernance, parce que l'ISRIC commençait à se retirer un petit peu du système. Et donc c'est Neil Mackenzie et John Hempel qui ont pris, je dirais, plus ou moins la direction des opérations. J'ai été nommé comme le nouveau responsable scientifique du projet. Et on a beaucoup discuté de la question des incertitudes qui n'avaient pas été traitées tellement lors des meetings précédents. Et donc il y a eu un meeting en août 2012 de 3 jours spécifiquement dédié à la question des incertitudes. Et donc maintenant il y a dans les spécifications des conseils sur la façon de traiter ou d'estimer en fait les incertitudes sur les données. Donc c'est la version cette fois 2.3 des spécifications qui est sortie en mai 2013. Et puis ensuite il y a eu en automne 2013 donc la première conférence mondiale sur le programme Global Soil Map qui a été organisée en France en octobre 2013. Alors là je vous mets un petit camembert de la répartition des pays. Donc ce qui est assez frappant, c'est que bon, on a eu une participation énorme de l'Océanie. Hein. On avait une délégation en particulier d'Australiens et de Néo-Zélandais qui était impressionnante. On a eu une assez forte participation de l'Amérique du Nord, bien qu'on était en pleine crise financière et la plupart des budgets étaient bloqués aux États-Unis.
pas mal de gens d'Asie. Bon, ce qui nous a un peu déçus, c'est la relativement faible participation de l'Amérique du Sud par rapport, si vous voulez, à la population et à la surface. Puis bien entendu, une grosse participation de la France, mais ça c'est normal, hein, dans tout ce genre de colloque, il y a toujours au moins un tiers ou 20% des participants qui sont du pays organisateur. Ensuite, il y a eu un symposium et puis un consortium meeting dédié qui a eu lieu au Congrès mondial de sciences du sol en juin 2014, où on a encore rediscuté des spécifications. Et donc j'ai produit une nouvelle version des spécifications en juillet. Et donc c'est celle qui est la plus récente et qui n'est toujours pas encore officiellement adoptée par le consortium, parce que c'était très difficile, il faut arriver à se réunir physiquement, c'est pas toujours très simple d'arriver à se réunir physiquement quand on est sur tous les continents. Alors, qui fait quoi finalement dans ce projet? Donc voilà ce qu'est le consortium à la base. Donc il y a une direction générale qui est à l'USDA aux États-Unis, National Resource Center of Soil. Il y a une direction exécutive qui est au CSIRO en Australie. Il y a une supervision scientifique globale qui est assurée par l'université de Sydney. C'est Alex McBratney qui supervise ça. Moi, je fais la coordination scientifique mondiale et en particulier, je suis responsable de tout ce qui est mise à jour des spécifications ou d'appui, je dirais, scientifique auprès des personnes qui me le demandent. Il y a un appui technique, et on verra ça tout à l'heure, qui est apporté par l'ISTRIC, donc à Wageningen. Et puis, donc il y a des nœuds régionaux, donc des responsables de région, dont le travail n'est pas toujours facile. Donc, par exemple, pour ce qui nous concerne, enfin pour l'Europe, c'est le Joint Research Center, le centre commun de recherche d'ISPRA, qui est chargé d'essayer d'harmoniser le produit à l'échelle européenne. Je reviendrai ensuite sur ces nœuds régionaux et les difficultés que ça pose. Alors il y a un nœud qui est toujours pas défini, hein, c'est le nœud je dirais d'Asie centrale du Sud, je ne sais pas comment l'appeler, qui est constitué par le Pakistan, l'Inde, le Népal, la Birmanie, enfin l'ex-Birmanie, le Bangladesh et l'autre, je sais plus ce que c'est, mais je pourrais revenir dessus. Et celui-là, on n'a toujours pas trouvé de point de chute, je dirais, de coordinateur. Et on imagine que ça va pas être facile déjà d'arriver à faire travailler ces pays entre eux. Alors, actuellement, qui est impliqué réellement là-dedans? Donc, il y a des pays qui s'impliquent, je dirais, à l'échelle nationale. Donc, c'est-à-dire qui développent le produit Global Soil Map à l'échelle nationale. En fait, c'est la majorité. Hein, c'est ceux qui sont en vert sur cette diapo. En Europe, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Finalement, il y a la France, il y a les Pays-Bas, il y a le Danemark. J'aurais pu couper la Grande-Bretagne et mettre l'Écosse en vert, mais j'ai pas trouvé moyen de la couper. Donc l'Écosse également travaille à faire un produit, je dirais, national. Il y a des régions où c'est le nœud géographique qui s'implique, qui en fait fait le boulot à la place des autres, parce que les autres ne veulent pas ou parce que voilà. Je reviendrai également dessus. Donc ça c'est le cas principalement de l'Europe des 27, hein, où c'est le JRC ISPRA qui va essayer de développer un produit européen conforme aux spécifications Global Soil Map. Il y a des pays où il y a des essais qui ont été identifiés, mais qui ne sont pas encore officiellement engagés pour, je dirais, produire la totalité de ces produits-là. Donc moi j'ai identifié le Kenya, le Nigeria, la Colombie, l'Iran, la Jordanie, la Tunisie. Il commence à y avoir des essais, mais disons qu'ils ne sont pas engagés sur la fourniture d'un produit à une date donnée. Et puis il y a des pays qui ont commencé à exprimer leur intérêt, comme l'Inde par exemple, mais on en est vraiment là au stade juste je dirais, des négociations et des discussions techniques.
techniques. Et puis donc si on zoome maintenant sur la France, qui c'est qui bosse sur Global Axel Map actuellement? Donc il y a forcément mon unité, l'INRA Infosol d'Orléans. Donc on fait de la coordination scientifique mondiale, mais on travaille aussi au niveau français, donc on fait des essais méthodologiques de produits France entière, pour l'instant métropolitaine, et puis on fait également des essais régionaux qu'on cible sur la région centre. Il y a l'UMR LISA de Montpellier qui actuellement conduit dans le cadre d'une thèse des essais méthodologiques sur la région Languedoc-Roussillon, et puis il y a l'UMR SAS de Rennes, donc, dont en particulier Christian Walter, qui conduisent des essais méthodologiques sur la région Bretagne. Alors je vais vous montrer quand même quelques exemples de produits Global Axel Map. Donc ici vous avez, alors là ça se passe au Danemark, donc les Danois sont extrêmement avancés, hein, ils ont pratiquement le produit total sur tout le pays. Bon, ils ont la chance d'avoir un petit pays et d'avoir beaucoup de données sur les sols. Donc ici vous avez un papier de Adhikari et al qui vous prédit la teneur en argile des sols danois aux 6 profondeurs standards de Global Axel Map. Et alors je ne l'ai pas mis là, mais bien entendu, ces profondeurs-là, elles sont aussi accompagnées d'une incertitude, enfin, c'est-à-dire de l'intervalle de confiance à 90% de ces prédictions-là. Et donc ils ont décliné ça pratiquement maintenant pour presque toutes les propriétés de Global Axel Map. Ici, vous avez également un pays qui est extrêmement avancé en termes je dirais, de données sur les sols, hein. Il faut savoir qu'ils ont des centaines de milliers de données sur les sols et tout est informatisé. Et donc là, vous avez une prédiction donc, de la teneur, enfin de la réserve utile sur les sols en Corée. Et donc on a un pays également qui est extrêmement avancé sur ce type de produit. Là, vous avez ce qui est en train de faire donc l'USDA, ce qu'a fait l'USDA en collaboration en particulier avec les Australiens. Hein, donc ils ont échangé un certain nombre de chercheurs pour travailler ensemble et donc ils vont sortir sous peu quoi. Mais je pense qu'ils l'ont même peut-être sorti depuis une semaine ou deux. Je ne suis pas allé regarder le site. La totalité des produits Global Axel Map au niveau 1. Pour l'ensemble des États-Unis. Donc ce que vous voyez là, c'est la carte des teneurs en matière organique et également leur standard deviation en accord avec les spécifications de Global Axel Map. Et on voit bien là un certain nombre de gradients climatiques qui sont assez bien traduits par ce type de carte. Et donc on s'attendait à ce type de résultat. Et puis donc un exemple au Nigeria où on voit aussi là des gradients qui sont à la fois liés au climat et à la géologie, hein, enfin à la roche-mère, donc des estimations donc du pH selon les spécifications techniques de Global Axel Map pour l'horizon de surface et puis enfin la couche de surface et puis la couche la plus profonde. Donc ça avance, on commence à avoir des produits. Et puis on commence à travailler également au niveau franco-français. Alors là, ce que je vous montre, c'est un peu sous le sceau du secret, parce que c'est plus ou moins en préparation. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de faire, même avec un peu les mêmes données d'origine. Donc là, on a testé 2 types de modèles pour prédire la profondeur du sol en France. Un modèle de type Gradient Boosting Model et puis un modèle de type crigeage multi-résolution. Et donc on obtient, alors ce qui est rassurant, c'est qu'on trouve à peu près les mêmes patterns, et encore, pas toujours, mais on voit qu'on n'obtient pas du tout le même degré de finesse selon le modèle qu'on utilise. Et derrière, ce qui reste à faire, c'est de les valider. Et donc si on en vient maintenant à ce qu'on peut espérer produire concrètement, dès maintenant, ça y est, l'Australie a produit pour la totalité du pays l'ensemble des produits Global Axel Map au niveau 1. C'est sorti en octobre ou novembre.
Les États-Unis, si c'est pas fait, ça sera fait dans la semaine qui vient, quoi. C'est vraiment presque prêt. Euh, demain en 2015, on aura le produit Europe, Europe des 27 réalisé par le JRC ISPRA. On aura également un certain nombre de produits nationaux. Je ne pense pas qu'on aura la totalité des variables Global Sol Map pour la France entière d'ici fin 2015, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on en aura certaines, qu'on aura au moins la profondeur du sol, qu'on aura au moins le carbone, probablement également la granulométrie, mais que je pense que le produit vraiment complet Global Sol Map France entière, ça sera plutôt 2018, 2017 ou 2018. Et puis ensuite, donc moi j'ai fait une enquête auprès de l'ensemble des pays qui étaient engagés, et j'en arrive à la conclusion que la plupart des pays ou des nœuds qui sont engagés dans ce programme arriveront à délivrer un produit entre 2018 et 2021. Donc vous voyez, c'est quand même un programme de longue haleine, mais bon, finalement 2018 ou 2021, c'est pas si loin que ça pour obtenir un produit comme ça. Alors, quelques considérations méthodologiques. Donc je vous ai montré tout à l'heure le modèle Scorpan, hein, donc de McBratney et al. Donc on cherche à prédire une propriété du sol à partir des données de sol qu'on connaît, à partir des données d'entrée qui sont des données spatiales sur les déterminants des variations du sol, puis de la localisation, et puis on cherche également à estimer une erreur. Et la question qu'on peut se poser, quelques questions qu'on peut se poser, c'est bon, quelles covariables faut-il utiliser, d'une part, et puis quelles fonctions, parce qu'en fait, il y a des tas de fonctions de prédiction possibles. Donc je voudrais juste avoir quelques réflexions là-dessus. Alors sur la pratique, je dirais la pratique la plus courante, ce qu'on voit souvent, c'est bon, les gens ils assemblent le plus de covariables possible. En gros, ils empilent toutes les données spatiales dont ils disposent, et puis ils essayent de calibrer un modèle, et puis ils laissent la machine décider toute seule quels sont les meilleurs prédicteurs. Enfin la machine, disons le modèle. Et puis ensuite, ils interprètent le poids de ces meilleurs prédicteurs comme une sorte d'extraction de connaissances. Et ensuite, ils produisent des cartes, mais souvent de façon un petit peu aveugle. C'est-à-dire que voilà, ils ont calibré un modèle, et ils l'appliquent. Alors, il faut quand même se méfier un peu de ce genre de choses. On a beaucoup de personnes ont tendance à mettre le plus de covariables possible en se disant que ça va réduire l'erreur. Donc oui, effectivement, si on regarde lorsque vous avez le graphique que vous avez à gauche, on ajoute de plus en plus de variables dans un modèle prédictif. Et puis donc en abscisse, vous avez l'erreur moyenne de prédiction le RMSE qui se réduit progressivement. Donc voilà, plus on en ajoute, plus ça a l'air d'être précis finalement, mais plus ça crée de complexité. Et puis donc on pense que le modèle le meilleur, c'est celui qui est tout en bas, puisque c'est celui qui a le RMSE le plus bas. Et après, si on regarde les cartes, on voit bien que si on ne prend que les deux premières variables, on voit en gros une espèce de gradient qui n'est pas très satisfaisant sur la répartition des sols. Si on prend le modèle petit b, donc au milieu, c'est-à-dire qu'on a commencé à rajouter des covariables. On a quelque chose qui commence à ressembler un petit peu à une carte, à une prédiction de propriété des sols. Et puis si on met tout, ok, on a un RMSE qui paraît meilleur, enfin en tout cas quand on le calcule, mais si on regarde la carte, on s'aperçoit qu'on a des gros pavés qui sont là et qui sont liés à des données qu'on a intégrées et qui ne sont pas du tout à la bonne résolution spatiale et qui vous créent finalement, je dirais, des artefacts en termes de cartographie. Alors un autre exemple assez amusant, ça c'est les Australiens qui se sont amusés à faire ça. Donc ils ont
ils ont pris une surface qu'ils connaissent bien où ils ont plein de données sol, donc c'est le vignoble de la Hunter Valley. Ils ont mis comme covariable uniquement X et Y, uniquement les coordonnées géographiques. Et ils ont utilisé donc un modèle qui s'appelle Random Forest. Et si on regarde le graphique de gauche, c'est pas mal. Bon, il y a un biais, mais ils ont un R2 de 0,88, donc on peut se dire finalement c'est pas mal. Mais par contre, si on regarde la carte, on a un magnifique tissu de kilt écossais. En fait, la carte ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire que on a quelque part une forme de surajustement. Et ils ont fait la même chose, ils ont fait pire, ils ont pris X et Y et ils ont généré 10 colonnes de valeurs complètement, je dirais, aléatoires. Ils ont généré des chiffres et puis ils ont fait tourner Random Forest également. Là, ils font encore mieux, ils ont un R2 de 0,97. Mais voilà, quand on regarde la carte également, on peut quand même se poser des questions sur sa signification. Donc par rapport à ça, quelques suggestions. Il ne faut pas travailler en aveugle, il faut porter plus d'attention, je pense, au choix des données d'entrée. Il faut se méfier du surajustement. Il y a des modèles qui surajustent plus ou moins, et donc il faut quand même avoir quelque part une validation de façon à voir que à vérifier si on surajuste pas ou si on surajuste. Les modèles les plus complexes sont pas forcément les meilleurs en termes de prédiction, donc ça vaut le coup d'en tester plusieurs et vraiment de valider de façon indépendante. Et puis surtout, il faut regarder les cartes, pour vérifier leur cohérence et puis détecter des artefacts et voir si ce qu'on prédit ça a réellement un sens ou non. Alors voilà, quelques questions de recherche qui se branchent là-dessus. Il y a justement le choix de la fonction, quelle est la meilleure approche que je dois adopter en fonction des données d'entrée dont je dispose. Il y a tout un champ de recherche sur le test de nouvelles variables auxiliaires. Par exemple, en région centre, on est en train de tester le potentiel de données de radiométrie gamma aéroportées pour faire ce type de produit. Il y a toute la question également de ce que j'appelle les données censurées. Alors les données censurées, sont des données où au-delà d'une certaine valeur ou au-delà d'une certaine profondeur, par exemple, on n'a pas l'information. Alors c'est typiquement le cas pour beaucoup de données sur la profondeur du sol, par exemple. Toutes les données tarières, elles s'arrêtent à 1,20 m. Donc ce qu'on sait, c'est que le sol, il est a priori, il a une profondeur supérieure à 1,20 m, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas s'il fait 2 mètres, 3 mètres, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les données censurées à droite. Il y a aussi des données censurées à gauche, avec des limites de détection, par exemple, où on sait que telle valeur, elle est inférieure à tel seuil, mais on ne sait pas la vraie valeur. Voilà. Et donc là, il y a quand même beaucoup de questions de recherche là-dessus. Il y a beaucoup de travail à faire également sur l'estimation des incertitudes associées aux prédictions. Également, aller encore plus loin, c'est-à-dire à travailler finalement sur l'incertitude, sur l'incertitude qu'on estime. Il y a, je pense, également à travailler sur des méthodes de validation qui soient robustes et économes, parce qu'on ne va pas pouvoir se permettre de faire énormément de terrain pour valider ça. Donc il faut optimiser quelque part le nombre de prélèvements et le nombre de sondages qu'on va mettre en œuvre pour valider si on veut vraiment faire une validation externe et probabiliste. Il y a toute la question de l'incorporation des données historiques et puis de la prise en compte en fait des dérives spatiales et des dérives temporelles. Alors, sur des dérives temporelles, par exemple, ça concerne particulièrement des données qui évoluent dans le temps, comme le pH par exemple, ou comme le carbone. Voilà, j'ai une donnée de carbone de 1960, j'en fais quoi? Est-ce que je l'incorpore avec celle de 2000 ou est-ce que voilà, comment je fais pour prendre en compte le fait que j'ai des données qui évoluent dans le temps et pour prédire quelque chose au jour d'aujourd'hui.
Après, il y a la question de l'incorporation ou je dirais du mixage entre guillemets de plusieurs prédictions. On a vu on pouvait prédire de différentes façons. Ces différentes prédictions, elles peuvent éventuellement traduire, je dirais, différents déterminants de la distribution des paramètres qui nous intéressent. Et donc ça peut être intéressant en fait de les mixer. Donc les Australiens ont commencé à travailler dessus aussi, donc en mixant différentes prédictions. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Soit on a une estimation de l'erreur et puis voilà, on mixe les deux grilles et puis sur chaque cellule on choisit la cellule qui a le moins d'incertitude. Soit on peut également, je dirais, les mixer en leur mettant un poids au prorata, par exemple, justement, de leur incertitude. Et puis il y a toute la question de la modélisation 3D, c'est-à-dire est-ce que je modélise séparément toutes mes couches, d'une part la couche 0,5, d'autre part la couche 5,15, d'autre part la couche 15,30, etc. Et au risque peut-être finalement de fabriquer quelque part des successions de couches qui n'existent pas, ou est-ce que j'essaie de modéliser globalement en prenant en compte toutes les couches. Alors, le consortium, ça, je n'en ai pas déjà parlé, ça si j'en ai déjà parlé. Alors, il y a un petit peu je voudrais vous parler maintenant un petit peu quand même de jeu de rôle institutionnel et politique. Quand on a un consortium comme ça, c'est pas tout n'est pas simple, hein, tout n'est pas rose. Donc, il y a la question de qui sera reconnu comme le leader scientifique mondial. Donc, bon, des fois, il y a un peu bon, ça reste fair play, mais il y a un peu de friction des fois entre ISRIC, USDA, Université de Sydney, CSIRO, GRC, INRA, etc. Ce qui peut générer une course à la production. Alors, si c'est une course à la production individuelle, c'est un peu embêtant. Bon, après, si c'est une course en équipe ou en relais, pourquoi pas. Il y a la question centrale aussi de qui distribuera ou redirigera les données. Il y a eu des questions, il y a eu des Yalta hein, finalement entre les nœuds parce qu'il a fallu se partager quelque part le monde et c'est pas simple. Donc il y a eu en particulier des clashs entre l'Eurasie et la Russie parce qu'au début le JRC s'était déclaré comme couvrant tout ce qui est en gris là, sur cette carte. Et puis finalement, les Russes ont dit non, donc maintenant on va couper on va reconstruire une espèce de mur entre, je dirais, l'Europe politique actuelle et puis la Russie et les anciens pays soviétiques. Il y a eu également des discussions entre la frontière Océanie, Asie de l'Est, au sujet de l'Indonésie en particulier et de la Malaisie. Voilà, on peut se demander pourquoi le Mexique et les Grandes Antilles sont dans le nœud Amérique du Nord. Bref. Il y a aussi parfois des questions ou des problèmes entre les nœuds et les pays. Il y a certains pays qui acceptent mal un leadership externe. Donc, il y a par exemple certains pays de l'Union européenne qui refusent de participer à Global Solar Map et qui ne comprennent pas pourquoi le Joint Research Center va le faire pour eux. Voilà, il y a un problème au niveau du nœud d'Asie centrale, puis il y en a plein d'autres hein, en fait, en fonction en particulier des tensions entre pays. Donc les nœuds marchent pas toujours très bien. Donc l'idée maintenant c'est d'être flexible et de dire voilà, participe qui veut. Si un pays veut participer, il y va, il sera le bienvenu. Sinon, c'est les nœuds qui feront le boulot à l'échelle continentale. Et après, il y a une autre question qui est la question de est-ce que je fais ça en top-down ou est-ce que je fais ça en bottom-up. Ça rejoint quand même les questions précédentes. Hein. Donc en top-down, l'intérêt c'est que c'est harmonisé a priori. Par exemple, c'est ce que fait le JRC actuellement pour l'Europe. Donc voilà, on va cartographier toute l'Europe d'un coup. Il n'y aura pas de trou. Ça sera rapide, ce sera exhaustif et c'est une bonne solution au blocage des pays qui ne voudraient pas faire ce produit-là. Les limites par contre du top-down, c'est que généralement c'est peu précis, ça peut même être biaisé, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, parce que en fait ça ne prend pas en compte les particularités
locale de la distribution des sols. Donc ça applique des lois qui sont très générales et qui vont biaiser localement les prédictions. C'est peu appropriable par les partenaires nationaux ou locaux, parce que voilà, si ils apprécient pas finalement qu'on leur balance un produit, et souvent ils le critiquent et ils le trouvent pas juste localement. Et puis ça peut politiquement donner l'impression à nos financeurs que finalement c'est fini, donc voilà pourquoi on continuerait à investir puisque tout est terminé. Le bottom-up, c'est plus donc ça, c'est les pays ou voire les régions qui vont eux produire et faire remonter l'information. Donc ça a l'avantage d'être plus précis localement parce que généralement il y a plus de données en local qu'au niveau top. Parce qu'il y a aussi plus de connaissances locales de la distribution des sols. Et puis c'est plus appropriable politiquement et techniquement localement. Par contre, c'est pas harmonisé, donc ça risque. À terme, ça peut donner des cartes de type j'ai mis Frankenstein, j'aurais pu mettre Harlequin, donc avec des ruptures aux frontières, etc. C'est forcément plus lent, et puis il restera des trous à boucher. Donc actuellement, les approches top-down dans le monde, il y a l'ISRIC qui le fait pour le monde, mais qui pour l'instant a un produit à 1 km que je vous montrerai tout à l'heure, et qui vient juste de sortir un produit pour l'Afrique subsaharienne à 250 mètres. Et puis il y a le Joint Research Center pour l'Europe au pas de 90 mètres, donc strictement les spécifications Global SOLMAP. Et puis la plupart des pays engagés sont plutôt dans un esprit bottom-up, donc ça c'est le cas de l'Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, la plupart des pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes, la Chine, la Corée, l'Indonésie, la Russie, Jordanie, Nigeria, France, Danemark, Écosse, j'en ai sûrement oublié. Et ce qu'on peut se dire, c'est que finalement la même problématique top-down, bottom-up, elle peut se décliner en France, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir soit une approche nationale, comme on est en train d'essayer de la faire à Infosol, on va essayer de prédire les propriétés globales SOLMAP sur l'ensemble du territoire avec les données dont on y dispose, ou bien des approches régionales ou départementales. Et voilà, moi j'ai rien contre le fait qu'il y ait tout ça à la fois, au contraire. Alors il peut y avoir des blocages politiques locaux, de gens qui ne veulent pas en fait délivrer l'information sur les propriétés de leur sol. Alors ça peut avoir plusieurs origines. Une origine, ça peut être la crainte par rapport à l'application de conventions internationales, par exemple sur la comptabilité carbone au hasard, ou alors la crainte par rapport à des directives qui pourraient venir. Ça pourrait aussi, pour certains pays, la crainte concernant l'accaparement des terres. Certains pays qui peuvent se dire si mes sols si la qualité de mes sols commence à être publiée partout, je vais avoir de plus en plus de gens qui vont venir essayer de s'accaparer mes terres. Ça peut être la crainte concernant une utilisation aveugle qui ne prenne pas en compte les incertitudes. Voilà. Donc oui, ok, mais je veux dire, si on ne délivre pas l'information, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une approche top-down, et de toute façon, il y aura une information de délivrer, et c'est celle-là qui sera utilisée, même si elle est fausse. Et puis, on peut penser également qu'il y a un certain nombre d'organismes qui veulent passer la branche sur laquelle ils sont assis, passer la branche de leur propre système d'information sur les sols, ni de leur programme d'acquisition sur lesquels ils sont engagés, ou pour lesquels ils ont le leadership. Donc voilà, et un exemple, c'est la concurrence entre le programme ISOTER, qui est très fortement soutenu par un grand nombre de pays de l'Est de l'Europe, et qui ne veulent pas entendre parler de Global SOLMAP parce qu'ils veulent que ISOTER survive, enfin continue à fonctionner. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, les deux devraient vivre ensemble. Mais... Voilà, un exemple d'approche top-down très récente, donc c'est le SolGrid à 1 km de l'ISRIC. Là, je vous ai fait un zoom sur la teneur en carbone organique, et donc là on est centré sur le Benelux. Alors est-ce que c'est un produit Global SOLMAP? Non, il ne respecte pas les spécifications puisqu'il est à 1 km et non pas à 90 mètres. Par contre, il est intéressant parce que il ouvre pas mal de voies. D'une part, il peut être utile comme covariable en fait pour faire du vrai Global SOLMAP.
pourrait aider à boucher les trous là où il n'y aura rien de toute façon. Il pourrait constituer une couche d'aide à l'harmonisation aux frontières. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'idée de mixer différentes prédictions. À mon avis, ça pourrait aider à harmoniser entre les frontières. Et puis, il constitue quelque part un creuset d'essais méthodologiques et un creuset de données également qu'on peut télécharger à l'ISRIC. Alors, on peut se dire, oui, à l'échelle mondiale, il vaut mieux cette grille à 1 kilomètre que rien. Oui, mais d'un autre côté, voilà, le risque, c'est que les décideurs politiques et les modélisateurs globaux disent « Ok, bon, le monde il est couvert, donc on s'arrête là ». Un autre inconvénient de ce type de produit en top-down à 1 kilomètre, c'est que c'est peu précis et c'est biaisé. Donc là, on a pris les données de l'ISRIC sur la France et on les a comparées aux données du RMQS, donc des données mesurées sur la France. Et vous voyez que on est loin d'avoir je dirais un nuage satisfaisant. Non seulement on a une très forte dispersion, mais surtout c'est biaisé, c'est-à-dire que la base à 1 kilomètre prédit systématiquement beaucoup plus de carbone que le RMQS n'en observe. Et c'est pas négligeable parce que le biais moyen sur les 30 premiers centimètres, il est de l'ordre de 10 grammes par kilo, c'est-à-dire de 1% en carbone. Donc c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc ça, c'est un plaidoyer pour dire, bon, faisons plutôt du bottom-up si on a les données pour le faire. Et puis dès qu'on zoome, donc là j'ai zoomé, donc j'ai les teneurs en carbone organique sur la tranche 0,5 cm. Quand c'est orange ou rouge, c'est qu'il y en a beaucoup. Quand on va vers le bleu, c'est qu'il y en a vraiment très peu. Enfin, c'est ce qu'ils prédisent, hein. Et là, on est quand même assez surpris, c'est-à-dire que si on regarde cette carte, les zones les plus pauvres en carbone seraient les marais argileux hydromorphes, qui sont le plus souvent en prairie, donc les marais poitevins. Donc là, c'est sûr qu'il y a un biais énorme que le modèle a prédit n'importe quoi. Et donc on peut multiplier les exemples, hein. Donc là c'est les aimants grossiers, donc c'est les cailloux, etc. Plus c'est orange foncé ou rouge, plus il y en a. Et donc là, ce que vous voyez, c'est l'estuaire de la Gironde, hein, et donc pour ceux qui connaissent un peu le vignoble, vous voyez que dans les graves du Médoc, qui bordent la Gironde, hein, qui forment le gros cordon qui borde l'estuaire de la Gironde, il y aurait beaucoup moins d'éléments grossiers que dans les sables des Landes de Gascogne. Donc c'est encore une incohérence. Alors un peu d'argent et de politique, donc alors, je vous l'ai dit, à l'origine c'est 18 millions de dollars qui ont été fournis par Bill et Melinda Gates Foundation, principalement pour l'Afrique. Ils viennent de remettre 15 millions de dollars, mais toujours fléchés Afrique. Et actuellement, ailleurs, c'est un autofinancement des pays et des organismes. Donc par exemple, le JRC est financé par la Commission européenne. Nous, en France, on est financé plus ou moins par nos organismes respectifs, mais ou par quelques bourses qu'on obtient, de bourses de thèse ou bourses en région ou autres. Et puis en réflexion, on se dit que pourrait faire la FAO, parce que la FAO a lancé le Global Soil Partnership, le partenariat global sur les sols, il y a maintenant quelques années. Et est-ce qu'elle pourrait peser sur les pays membres pour faire en sorte qu'il y ait des financements pour Global Soil Map? Et est-ce qu'on ne pourrait pas profiter, surfer finalement sur l'année internationale des sols 2015 pour le faire? Alors juste 2 mots sur le Global Soil Partnership. Donc voilà, c'est composé des 194 pays adhérents à la FAO. Il a nommé 27 experts qui ont été nominés et élus et qui sont chargés de dire ce qu'il faudrait faire en fait sur les sols dans le monde. Et puis il y a un secrétariat. Et donc dans les piliers de ce Global Soil Partnership, il y a le pilier 4 qui concerne particulièrement Global Soil Map, qui dit qu'il faut améliorer la qualité, la disponibilité des données sur les sols et sur les informations, qu'il faut collecter, analyser, valider, etc. et intégrer avec d'autres disciplines. Et puis il y a le pilier 5 qui porte sur l'harmonisation. Donc Global Soil Map s'inscrit vraiment dans ces 2 piliers-là.
Ça, je vais passer. Donc il y a le pilier 4 en particulier qui concerne Global Soul Map. Il y a un plan d'action qui a été mis en place et qui nous dit qu'il faut évoluer à partir des cartes statiques vers un véritable système d'information global sur les sols avec une composante monitoring, qu'il faut utiliser les méthodes, je dirais, up-to-date pour générer de l'information précise pour différents utilisateurs et qu'il faut le faire dans le cadre d'initiatives qui sont en train de se passer. Donc on est vraiment dans ce cadre-là et en fait ce qu'on souhaite, ce qui est déjà en train de se passer, c'est que la FAO et le Global Soil Partnership soutiennent l'initiative Global Soil Map. Alors je vais commencer à faire quelques conclusions. J'ai pas pris le temps du tout, je sais pas où j'en suis. On a des spécifications donc qui décrivent le produit à délivrer, qui disent pas exactement comment il faut le faire, qui donnent des conseils pour le faire, mais qui décrivent vraiment de façon précise le produit qu'il faut délivrer. Elle spécifie bien aussi qu'une documentation complète doit les accompagner, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de délivrer un produit, mais il faut dire comment on l'a fait, il faut être capable que quelqu'un d'autre le refasse. Voilà, on a des options méthodo qui sont proposées, qui sont finalement faites au mieux avec ce que vous avez, mais on donne quand même des pistes pour faire au mieux avec ce qu'on a. Un des produits clés, à mon avis, c'est l'estimation des incertitudes, et il y a encore beaucoup de travail à faire. On propose des options dans les spécifications, mais je pense qu'il y a aussi de la recherche à faire là-dessus. Et puis c'est quand même Global Soil Map, c'est le premier projet de cartographie numérique au monde, dont les spécifications étaient approuvées par un consortium international de spécialistes. Ça faut le. On est arrivé quand même à s'entendre, ça a pris un certain temps, et ça je pense qu'il faut le souligner. Alors qu'est-ce qu'on a appris depuis quelques années? On a appris qu'on pouvait utiliser efficacement des cartes de sol pour produire des estimations Global Soil Map. Ça c'est en particulier l'expérience des États-Unis qui ont réussi à transformer toutes les cartes de sol dont ils disposent en un produit Global Soil Map. On a appris que les modèles les plus complexes ne sont pas forcément les meilleurs prédicteurs, que le choix des covariables est vraiment crucial, qu'il faut prendre le temps de regarder les cartes avant de décider de leur fiabilité, qu'il fallait faire attention au surajustement, qu'on savait maintenant coupler ou mixer différentes prédictions avec différentes méthodes et que souvent on obtient comme ça un meilleur résultat qu'avec une seule, qu'il faut être plus clair entre la notion d'erreur et la notion d'incertitude. C'est pas exactement la même chose, qu'on a absolument besoin de recherche sur les incertitudes et même de recherche sur les incertitudes sur les incertitudes. Puis moi ce que j'ai appris aussi, c'est que gérer un projet mondial c'est toujours difficile. Mais par contre, bon, il y a des avancements significatifs. Il y a, à mon avis, une très grande avancée en termes de recherche en cartographie numérique qui est liée à l'avancement de Global Soil Map, que Global Soil Map devrait être un élément essentiel du pilier 4 du Global Soil Partnership et que ça devrait permettre l'utilisation des données sur les sols pour des applications et des échelles très variées. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a un papier en français dans la célèbre et superbe revue Études et gestion des sols et qui est sorti en 2013 de John Hempel et al. Donc c'est une note technique qui vous décrit ce que c'est que le programme Global Soil Map. Et donc c'est librement téléchargeable sur l'adresse que vous avez en bas, donc www.fs.fr/gs.php. Et puis donc en anglais, il y a deux papiers de référence sur le programme global, je dirais. Il y a un papier en 2009 qui est plus politique, qui est le papier de Sanchez et al. Dans Science, et qui explique finalement pourquoi on a besoin de Global Soil Map et pourquoi on a besoin d'une carte digitale des sols du monde. Donc ça c'est dans Science en 2009. Et il y a un papier beaucoup plus technique, enfin qui explique aussi pourquoi on en a besoin, mais qui va plus loin, qui décrit un peu mieux les spécifications et puis qui montre des exemples de Harvey et al. Dans Advance in Agronomy qui est sorti début 2014. Et puis vous avez aussi donc le bouquin du premier colloque Global Soil Map
qui fait environ 500 pages et qui vous décrit un petit peu tout ce qui se fait dans le monde. Donc ça, c'est publié chez Taylor & Francis, CRC Press, en 2014 également. Alors, en parlant de publications, donc ça, c'est des publications, je dirais, phares, entre guillemets, mais par contre, il y a énormément de publications qui sortent et qui montrent des résultats, je dirais, à l'échelle des pays ou à l'échelle de continents. C'en est plein dans Geoderma, dans Global Change Biology, dans PLOS ONE, etc. Si vous faites une petite recherche sur le web, vous allez en trouver plein. Et donc là, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en Digital Soil Mapping dans le Web of Science. Et en fait, j'ai distingué 3 périodes. Donc avant 2001, j'appelle ça l'enfance ou l'adolescence, on va dire, du Digital Soil Mapping. Puis après, on a franchi un cap, c'était vraiment le développement du Digital Soil Mapping. Et puis il y a un nouveau cap qui se produit à partir de 2008 et qui, à mon avis, est lié à l'ère, entre guillemets, Global Soil Map. Voilà, et alors mon animation ne marche pas, mais ce que je voulais vous dire pour conclure ma conclusion, c'est que il faut jamais oublier que dans Digital Soil Mapping et Global Soil Map, le mot clé le plus important, ça doit rester sol. Voilà, merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente année internationale des sols 2015. Merci. Dominique, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, donc je te laisse souffler quelques secondes. Tu as mis. Ouais, je vais souffler puis je vais boire un coup. Ouais. Voilà, donc bon, je vais en profiter pour inviter tous les éditeurs à me transmettre des questions. Hein. Dominique a été relativement long. Il a parlé pendant 1h10, donc on va. Merde, oui. Je ne suis pas surveillé. On va. Mais bon, je pensais que c'était intéressant, qu'il fallait te laisser parler. Mais on va donc avoir quelques 20 minutes de questions hein, pour respecter un peu le format de... Je suis désolé d'avoir été si long. Pas un problème. Alors je commence à avoir quelques questions. Tu me dis quand est-ce que tu es prêt à y répondre. Oui, hein, mais je voulais juste dire je rebois un verre d'eau et j'arrive. À nos auditeurs, envoyez-moi encore des questions, j'en ai quelques-unes, hein, mais il y a encore la place d'ici 6 heures pour quelques autres questions. Ça y est, je suis là. Je vous dis simplement que nous avons des auditeurs, certes de France, mais d'Algérie, de Madagascar, du Brésil, voilà, donc un système qui permet quand même d'avoir réunir autour d'une même conférence des gens du monde entier. Équateur, me dit Christian Pratt, voilà, je me suis trompé. Alors je commence justement par une question transmise par Christian Pratt, qui est une question un peu de positionnement du programme Global Soil Map, hein, qui, Christian, si je retrouve sa question, vient de dire que peux-tu parler des relations entre les atlas des sols en Europe et en Amérique latine qui viennent d'être publiés et Global Soil Map? D'autant que la FAO, JRC, etc. sont les coordinateurs de ces atlas. Est-ce que la question est claire pour toi? Oui, la question est claire pour moi. Pour moi, il n'y a pas véritable, à part que ce sont les mêmes intervenants. Pour moi, il n'y a pas vraiment de lien entre les atlas et Global Soil Map, et c'est pas non plus le même public qui est visé. Les atlas, c'est quand même avant tout un produit de com. C'est un produit de com et un produit d'enseignement, je dirais. Donc, on prend ce qu'il y a, on prend ce qui existe, on fait des synthèses, on sort des cartes, on fait des zooms sur des pays. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites, je dirais, avec de l'expertise ou des fonctions de pédotransfert. C'est très ciblé sur aussi, au départ souvent sur pédogénèse, type de sol, WRB, etc. Donc c'est pas le même produit. Hein. Alors que le produit Global Soil Map, c'est vraiment, je prédis une propriété au pas de 100 mètres, et donc c'est vraiment une base de données
pour croiser avec des modèles, pour faire des prédictions, etc. C'est pas du tout le même produit. D'accord. Non, mais je crois que c'est clair. Hein. Alors, je continue parce que j'ai d'autres questions. Christian, même si c'est les mêmes acteurs. d'accord. Oui. Christian Pratt précise juste que en Amérique latine, la FAO joue aussi le rôle de coordinateur en appui au nœud brésilien de l'Embrapa. J'en profite pour de cette remarque pour que tu nous précises en fait ton rôle à toi. C'est intéressant de savoir quel est ton rôle de coordinateur scientifique de l'ensemble. Quelles sont tes principales missions en fait dans ce rôle de coordination? Alors moi, ma principale mission, avant tout, c'est de faire évoluer les spécifications. Hein, donc, au fur et à mesure que de nouvelles techniques approchent ou que de nouvelles possibilités pour estimer les incertitudes, par exemple, ou pour prédire les données d'intérêt. En fait, c'est les intégrer dans les specs. Je veux dire, c'est de faire plus, hein, je dirais, comment dire ça, de jouer un rôle de diffusion méthodologique. C'est comme ça que je le vois. Après, ouais, c'est principalement comme ça que je le vois. D'accord. Plus, je dirais aussi de faire vivre la communauté scientifique autour de ça. Donc, en particulier, voilà, d'organiser des colloques, des symposiums, des réunions, des workshops, etc. D'accord. Alors, je commence à... Après, le lien FAO Embrapa, je pense que la FAO joue plus un rôle de fourniture de financement ou d'aide que réellement de coordination, quoi. Je vois pas qui à la FAO pourrait coordonner en termes, je veux dire en termes scientifiques ou techniques. D'accord. Alors ils n'ont pas les gens. Ok. Est-ce que je peux passer à un certain nombre de questions qui relèvent plus du domaine des choix techniques qui ont été faits dans Global Soul Map? Oui. Alors, Pierre Fèvre, que tu connais, pose la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on a choisi des épaisseurs standards et non pas des horizons choisis comme système d'approche? Quel est l'avantage et l'inconvénient? Voilà. Comment? C'est la question qui est posée. Une question classique, mais qui est utile de repositionner. Eh ben, je dirais qu'il y a d'abord prendre des profondeurs standards. C'est beaucoup plus facile à harmoniser que prendre des horizons diagnostiques. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est moins subjectif, parce que tout le monde sait que si vous mettez 3 pédologues autour d'un trou, il y en a toujours un qui ne sera pas d'accord avec les 2 autres. Donc ça facilite quelque part l'harmonisation également. L'autre point également, c'est que c'est beaucoup plus facile après, si on veut faire des bilans de masse ou des bilans de stock, de travailler sur des profondeurs standards avec une estimation de leur teneur et de leur masse volumique pour faire ce genre de type de bilan de masse ou de comparaison de stock. Et la troisième, c'est que la quatrième raison, c'est que en fait les profondeurs standards, c'est le produit qu'on délivre. Hein, c'est le produit qu'on va mettre en ligne. Mais à partir du moment où on a fait tourner les splines, on peut très bien recalculer sur la profondeur qu'on veut. Et c'est ça l'intérêt des splines aussi, hein, c'est-à-dire que le jour où on vous demande je veux un stock sur 38,2 cm, vous pouvez sortir le stock sur 38,2 cm. Quoi. Donc voilà, je sais pas si ça répond complètement. Oui, mais... Par contre, c'est sûr que quand on va faire des prédictions, quand on va faire de la prédiction spatiale, si on a l'information du type de sol ou de l'horizon diagnostique, on va l'utiliser, mais on va l'utiliser comme covarem en fait, comme donnée d'entrée dans les modèles. D'accord. Bon, on l'oublie pas totalement, quoi. Alors, toujours dans les problèmes un peu de méthode, là, Christian Pratt me dit que ce sont les problèmes d'analyse de sol réalisés avec des méthodologies différentes et qui font que l'on peut avoir des différences importantes
pour des estimations des sols. Donc, comment on règle à l'échelle internationale, par exemple, les différences de méthodes qu'on peut avoir, par exemple, sur le phosphore, ou voire sur d'autres propriétés, le carbone. Voilà, comment c'est. Ouais. Alors, nous, ce qu'on a mis dans les specs, dans les spécifications, pardon, excusez-moi du jargon, c'est par rapport à une méthode. Donc, bon, par exemple, le carbone organique, c'est combustion sèche, etc. Donc, c'est une méthode, c'est une norme ISO, voilà. Donc, on veut que les gens ils nous produisent ça. Après, à eux, entre guillemets, d'utiliser les fonctions, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des fonctions de P de transfert, des fonctions de transformation, s'ils ont la donnée, voilà, l'exemple type pour le carbone, c'est voilà, j'ai du bois black et je veux en faire du carbone total combustion sèche, comment je fais? Donc, soit ils ont suffisamment de données régionales pour arriver à caler cette fonction de transfert, je dirais, soit ils vont utiliser des données ils vont utiliser des fonctions qui existent dans la littérature. Alors dans les spécifications, on en a, je sais pas, par exemple pour le carbone, on en a recensé plus d'une vingtaine ou plus d'une trentaine qu'on propose. On dit voilà, il y a ça qui existe, ça a été fait dans tel milieu, on cite les papiers, on met l'équation, et les gens peuvent soit choisir ça, enfin l'une d'entre elles, celle qui leur semble la mieux adaptée, ou qui a été calibrée sur des sols qui ressemblent plus à ce qu'ils ont, soit ils peuvent essayer de reconstruire la leur. Après, il y a d'autres, il y a aussi d'autres, ils peuvent avoir les données sur, à la fois des données sur, par exemple, de la combustion sèche, du bois clé black, et puis utiliser les données ponctuelles bois clé black uniquement comme pour faire du coquillage ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de façons d'essayer de s'en sortir. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on spécifie en fait, on dit ce paramètre, il doit être exprimé dans telle unité et mesuré avec telle méthode. D'accord. S'il est mesuré par une autre, entre guillemets, débrouillez-vous pour le transformer. D'accord. Alors je continue là. Il y a M. Tarek Assami de l'université de Batna en Algérie, que je salue. Oui. Une question qui semble assez claire. Comment pouvez-vous prédire certaines propriétés du sol dans des endroits du globe où vous n'avez pas de données, soit pour la validation ou pour la calibration du modèle, exemple du taux d'argile. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu l'as évoqué en fait, mais qu'est-ce qui se passe dans les régions où on n'a pas de données? Alors, si on n'a rien du tout, il y a plusieurs façons de procéder, mais une des façons qui est suggérée dans les spécifications, c'est de faire l'hypothèse que quand les facteurs de formation, quand les corpanes de Scorpan là sont les mêmes, alors normalement le sol devrait être le même. Si on a le même matériau parental, le même climat, la même végétation, etc., la même topographie, les sols devraient être identiques. En tout cas, c'est l'hypothèse des podologues. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on extrapole. On va aller chercher, je sais pas, imaginons, j'ai aucune donnée sur les sols en Syrie, mais j'ai une carte des sols en Irak ou en Jordanie. Je fantasme, là, je dis n'importe quoi. Je vais aller chercher les situations Scorpan les plus proches, et je vais décréter que le sol de Syrie qui est dans telle situation, il ressemble a priori à celui de Jordanie qui est dans la même. Et je vais comme ça, je vais lui inférer des propriétés. C'est une des façons de procéder. Et quelle incertitude on lui associe dans ce cas-là? Là, l'incertitude, c'est un gros problème. Là, à mon avis, l'incertitude, on peut pas on peut difficilement l'estimer. Ce sera plutôt, à mon avis, soit c'est de l'avis d'expert, soit il faut faire ce qu'on a essayé de faire en France, c'est-à-dire de faire l'exercice virtuellement
Mais là, on est dans la recherche de faire l'exercice virtuellement dans un pays où on a des données. Et on le coupe en deux. On enlève, on enlève les données. C'est ce qu'on a fait récemment en région centre. On fait comme s'il n'y avait pas de données sur la moitié du pays. On fait l'exercice. Et ensuite, on valide et on regarde de combien on s'est planté sur les points où on avait réellement des données de l'autre côté. Et là, on a une estimation, on a une validation et on a une estimation d'incertitude. Et après, on fait l'hypothèse que dans le même type de milieu, parce que forcément, ça va dépendre du milieu, la certitude sera du même ordre de grandeur. D'accord. Une dernière question un peu technique, toujours de Monsieur Assami, qui me demande s'il y a des études qui ont utilisé le vent comme variable auxiliaire, en disant qu'on connaît son importance dans la formation des sols en zone aride. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Mais c'est vrai que si on pense en particulier à toute l'Afrique du Nord, ce serait pas idiot du tout de prendre le vent en compte, oui. Mais à ma connaissance, non. D'accord. Alors, bon, j'avance parce que il y a des questions sur ce qui va être produit en Europe, notamment, là j'ai des questions de Gwenaël Giboire. Est-ce Oui. qu'il y aura des nouvelles évaluations, par exemple de la réserve utile à l'échelle de l'Europe? Est-ce que tu peux Oui. nous dire de façon générale, en fait, quelle est la source d'information qui est utilisée par le JRC pour produire cette cartographie à l'échelle de l'Europe que tu as évoquée? Alors, pour ce qui est de ce qui va être produit à l'échelle de l'Europe, enfin ce à quoi le JRC s'est engagé, c'est de délivrer le produit Global Soil Map pour la fin de l'année, avec toutes les variables et les incertitudes. Ensuite, la façon dont ils s'y prennent, ils utilisent principalement des données ponctuelles qu'ils ont récupérées auprès de différents pays. Ils utilisent également les données Lucasoil qui sont allés eux-mêmes, enfin qu'ils ont financées, qui représentent environ 22 000 points sur l'Europe entière. Ils utilisent toutes les données externes qu'ils ont à disposition, toutes les données Teledec, Géol, enfin toutes les cartes qui sont à disposition, dont la carte au 1 millionième des sols d'Europe. Et ils font tourner des modèles de type regression kriging, enfin ils en ont testé plein, de façon à prédire ces valeurs-là et leurs incertitudes. Donc normalement, il y a un produit qui sort fin d'année et où il y aura toutes les variables que j'ai décrites sur les 6 profondeurs standards. Enfin, pas forcément sur les 6, parce que si le sol fait que 30 cm, ça s'arrêtera à 30 cm, mais et qui sera librement téléchargeable. D'accord. Alors il vaudra ce qu'il vaudra. Il vaudra ce qu'il vaudra parce que en fait ils n'utilisent pas toutes les données qui sont disponibles dans tous les pays parce que pour un certain nombre de raisons que j'ai évoquées, il y a certains pays qui ne sont pas disposés à filer toutes leurs données à l'Europe, donc et qui veulent faire leur propre produit, soit ne veulent même pas entendre parler de ce produit. D'accord. Mais alors, tu nous as dit qu'il y avait des démarches bottom-up et inverses. Donc oui. Il y aura sur un même site, éventuellement une même région, des différents produits, différentes estimations qui seront proposées. Qui décidera in fine de ce qui est mis en ligne, de ce qui est mis à disposition en fait? Est-ce qu'on risque de se retrouver à terme avec des estimations assez différentes, contradictoires sur des mêmes régions, ou est-ce qu'il y aura à un moment donné décision de publier telle estimation? Je pense que c'est la question. C'est la question politique. C'est pas juste une question scientifique, c'est une question politique aussi. C'est-à-dire que qui va contrôler le bébé, quoi, quelque part. Et à mon avis, on va se retrouver avec une gamme de produits. Et à terme, l'objectif, ce serait bien entendu de les fusionner en faisant ce que j'ai dit, c'est-à-dire de profiter justement du fait que
certains produits traduisent mieux des grands gradients mondiaux, alors que d'autres traduisent mieux des micro-variations plus locales, etc. Mais je pense que dans l'immédiat, il y a vraiment des stratégies différentes. Il y a l'ISRIC qui veut continuer à développer son produit mondial, indépendamment à la limite de ce que fait le JRC par exemple, ou de ce que font les Américains ou les Australiens. Il y a des pays qui mettent déjà en ligne leurs propres données à l'échelle nationale, comme l'Australie, les États-Unis. Et voilà. Et puis en Europe, voilà, il y a certains pays qui se lancent dans l'aventure et puis d'autres non. Donc c'est vrai, et probablement qu'à un moment, mais je pense que ça va être très difficile à négocier, et puis ça pose un certain nombre de problèmes scientifiques, mais à un moment, il va falloir essayer comment dire, de les merger, je sais pas comment dire, de faire en sorte que d'arriver à un produit commun. Mais c'est pas gagné. Ok. Alors je voudrais C'est plus facile. Oui, pardon. Oui, vas-y. En fait, C'est plus facile. Oui. Non, vas-y, excuse-moi. Non, parce que je voulais, il y a des questions qui sont un peu plus polémiques et qui sont peut-être plus, qui traduisent en fait une crainte. Par exemple, celle de Sophie Maillan, là. Les cartographies existantes peuvent à terme ne plus être utilisées à l'avantage du Global Soul Map. Le cas s'est déjà présenté chez moi. Quand utiliser le Global Soul Map? Quand utiliser une base de données existante? Et si personne ne pose la question un peu provoque, est-ce que le Global Soul Map est la mort de la cartographie traditionnelle? Moi, je pense que non. Je pense que la cartographie traditionnelle, de toute façon, on en aura toujours besoin. Elle traduit pas exactement. C'est pas exactement la même chose que Global Soul Map. Global Soul Map, c'est quand même principalement destiné. Le public, je dirais, c'est principalement des modélisateurs ou alors des décideurs à un échelon très très global, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Global Soul Map. Je pense que la carto traditionnelle et aussi la délimitation en polygones, elle sera toujours utile et elle sera toujours utilisée à un niveau local, parce que à un niveau local, on a besoin de prendre des décisions, peut-être pas au mètre près, mais enfin, je veux dire, les décideurs locaux, ils préfèrent des cartes de polygones très sérieusement plutôt que des pixels avec des incertitudes. Ensuite, Global Soul Map, ce n'est que 12 propriétés. Donc bien sûr on peut l'enrichir, hein, c'est pas fermé, on peut très bien faire du Global Soul Map, on peut mettre des noms de sol si on veut sur un Global Soul Map, mais pour l'instant c'est 12 propriétés qu'on a jugées comme étant essentielles pour tous les grands cycles globaux mondiaux. Donc on vise quand même principalement les modélisateurs et les décideurs mondiaux, quoi. Donc à mon avis il n'y a pas concurrence. Okay. Et je pense même que c'est peut-être un des avenirs justement de la carto détaillée future, c'est justement que cette carto détaillée future, elle puisse en même temps délivrer des produits Global Soul Map. Et un des intérêts de délivrer des incertitudes sur les produits Global Soul Map, c'est de bien montrer aux décideurs qu'il y a des endroits où on sait absolument rien, où je veux dire on est à plus ou moins 100% sur l'estimation, et que donc c'est dans ces endroits-là qu'il faut faire des cartes. Donc c'est un excellent argument pour dire aux financeurs, on n'en sait pas assez, financez-nous pour faire de nouveaux profils et de nouvelles cartes. D'accord. Alors une question de Joël Setter et Rémi Colère de l'AREA en Alsace. Quels sont les utilisateurs visés? Y a-t-il une réflexion, une recherche sur l'appropriation par différentes catégories d'utilisateurs, y compris dans l'ergonomie du produit? Alors, l'ergonomie, on n'en est pas encore vraiment là, parce que pour l'instant, chacun diffuse plus ou moins ce qu'il veut. Bon, je prends l'exemple de ce que fait l'ISRIC actuellement avec sa base à 1 km. C'est très facile à télécharger, à utiliser, etc.
Donc je pense qu'on va partir sur un modèle de ce type-là. De toute façon, l'ISRIC s'est déjà positionné pour être in fine le distributeur mondial, ou au moins je dirais le site qui redirigerait sur d'autres web services. Après, les utilisateurs, je dirais c'est qui veut, mais ce qu'on vise quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, on vise avant tout la communauté des modélisateurs. Je sais pas, on vise d'abord les pédologues, bien entendu, mais on vise aussi les hydrologues, on vise les climatologues, tous les gens qui font tourner des modèles globaux, qui vont vouloir voir si faire tourner des modèles d'évolution du carbone, etc. On vise même des économistes qui vont vouloir regarder les conséquences de l'accaparement des terres, ou qui vont vouloir calculer le prix des terres ou le prix des denrées en faisant tourner des modèles de production, etc. Je veux dire, on vise tout. On n'a pas... pour nous, c'est un produit sur étagère et les gens se servent. Mais c'est quand même un produit global, donc je veux dire, on ne vise pas le conseil agronomique et la parcelle. Je veux dire, on reste à des échelles qui sont quand même assez globales, quoi. Mais ça peut paraître un peu paradoxal d'avoir choisi une résolution aussi fine que le 90 mètres et de dire que on a une utilisation globale, non? Non, mais quand je dis global, ça peut aller jusqu'au régional ou départemental chez nous. Mais c'est pas un truc, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui sera utilisable à la parcelle. Après, l'idée du 90 mètres, il y a deux raisons derrière ça. La première raison, je dirais, c'est la facilité, parce que on est calé sur la grille SRTM, qui est quand même un des produits qui est le plus utilisé quand on veut prédire des sols à l'échelle mondiale. En gros, hein, c'est géol, relief, climat, quoi. Donc le fait de se caler sur ce SRTM, pour nous, c'était vraiment très bien. Le deuxième point, c'est que encore une fois, le produit, c'est pas qu'une prédiction, c'est la prédiction plus les incertitudes. Donc on se dit, je prends une maille relativement fine. Tant pis, j'aurai probablement une incertitude de plus ou moins 50% sur un certain nombre de paramètres, mais je le dirai, les gens le sauront. Et au fur et à mesure que mes données s'enrichiront, que ce soit mes données écovariables, ou bien que j'aurai de nouveaux profils de sol, de nouvelles analyses, etc., je pourrai enrichir ce produit. Et in fine, j'arriverai peut-être à quelque chose qui est super précis à 90 mètres, mais je me donne le temps. Et donc plutôt que de commencer à dégrader à 10 km, et voilà, c'est toujours plus facile d'agréger que de désagréger. Donc on préfère partir fin, quitte à agréger ensuite, et en se disant que si on part fin, on pourra toujours l'enrichir, on pourra toujours augmenter la précision. Il ne faut pas confondre. On n'est plus à l'époque où on confondait précision et résolution. Là, 90 mètres, c'est la résolution, c'est pas l'échelle, quoi. Ok. Je sais pas si je suis clair. Oui, mais alors j'ai encore deux petites questions. Gwenaël Giboire qui me demande encore que tu précises, est-ce que la réserve utile qui va être estimée sera une réserve utile quantitative et non pas en classe comme actuellement? Non, elle sera quand ça sera des millimètres. D'accord. Sophie Maillan me refait un mot pour me dire que du moment où l'outil est en ligne, il sera utilisé par tous et pas uniquement pour du global. Oui. Oui, mais c'est vrai pour plein de choses. Après, on peut pas empêcher les gens de faire des conneries, enfin si je peux me permettre cette expression. Donc oui, il sera en ligne, il sera utilisable par tous. Après, effectivement, c'est ce que j'ai dit dans ma présentation. On sent bien chez certaines personnes la crainte que cette notion d'incertitude soit pas prise en compte et que les gens ils prennent ça comme une vérité, une certitude, et qu'ils disent maintenant puisqu'on sait tout, soit il n'y a plus besoin d'aller faire des cartes, soit je connais la valeur, donc j'applique tel règlement ou ou je sais pas, ou telle dose d'irrigation, ou voilà. Mais après il y a un message à faire passer, c'est une estimation.
C'est la meilleure qu'on peut faire pour l'instant avec les données qu'on a, mais elle est très imprécise. D'accord. Alors, pour... voilà, je sais que c'est difficile à faire passer comme message. Mais... Alors, est-ce que tu pourrais, est-ce qu'il y a déjà un exemple en ligne, pas nécessairement en France ou en Europe, où quelqu'un qui aurait envie de savoir à quoi va ressembler le produit peut déjà essayer de le tester, de découvrir? Est-ce que tu renvoies de référence parmi les exemples que tu as cités Il faut aller voir le truc qui est en ligne le plus récent, enfin le vrai produit Global Soil Map en ligne, c'est au CSIRO, c'est en Australie. D'accord. Donc tu conseilles à nos éditeurs qui voudraient un peu voir à quoi ça va ressembler, d'aller sur le site du CSIRO. S'ils veulent voir à quoi ça ressemble, moi j'irai sur le site du CSIRO. Donc là vous avez le produit Global Soil Map Australie entière avec l'ensemble des variables. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et si vous voulez voir à quoi ressemble également un site qui délivre de la donnée, qui n'est pas vraiment du Global Soil Map, j'en ai parlé, mais c'est la grille à 1 kilomètre, qui est très critiquable. C'est sûr, si vous zoomez sur, par exemple, si Joël zoome sur l'Alsace, elle va hurler. Mais vous pouvez voir un peu à quoi ressemble le système de distribution, quoi. Est-ce que ça vous semble ergonomique ou pas, etc. Et donc vous pouvez, sur le site de l'ISRIC, vous pouvez télécharger des tuiles, par exemple. Vous téléchargez pas forcément le monde entier, vous pouvez télécharger une tuile sur votre région ou sur... D'accord. Alors, je te propose qu'on s'arrête là. Je te transmets un certain nombre de félicitations qui me sont parvenues de Monsieur Loukili. J'ai aussi une demande de Christian Pat que tu refasses ce webinaire en espagnol. Voilà, donc okay. Je suis à Samy. C'est muy difficile. Ouais. Donc merci à toi, voilà, Dominique. Moi, je voudrais remercier ceux qui étaient là. Allez, merci à tout le monde. Et donc ce webinaire sera en ligne d'ici quelques jours comme d'habitude, sur le site de l'Association française pour l'étude des sols, et vous pourrez à nouveau le consulter comme d'habitude. Merci à toi, Dominique. À bientôt. Ok, merci à toi, Christian, et merci à tous. Au revoir. Au revoir.